C'est à Fontenay-sous-Bois que vous avez trouvé l'inspiration, chère Louise. Et quand on en a parlé ensemble, quand on a préparé cette intervention, ce qui vous distingue, vous me disiez que ce qui vous distingue peut-être des autres, c'est que quand on accole art et ville, on pense art plastique, et vous, vous répondez écriture. Voilà. D'ailleurs, je remercie le CAUE, je remercie l'Arsenal et je vous remercie Sylvie de m'avoir invitée, parce que c'est vrai que quand on suit un peu le travail, on voit plutôt des plasticiens, j'ai rien contre, hein, je travaille aussi avec eux, des plasticiens ou bien des architectes, des urbanistes, et très peu d'artistes de théâtre. En plus, je suis artiste de théâtre, de spectacle, donc c'est assez rare. Alors, donc j'ai intitulé mon travail, mon exposé, je ne sais pas si c'est vraiment un exposé, en tout cas mon intervention, la comédie urbaine. Évidemment, faisant une petite référence à une certaine comédie humaine. Alors, en préparant ce travail, enfin cette rencontre, j'ai réalisé que, en fait, en fouillant un peu dans mon passé, j'avais vécu beaucoup de temps artistique dans des lieux, enfin des théâtres, des centres culturels. J'étais passée par des lieux qui étaient toujours plus ou moins des villes en devenir, avec des théâtres et des territoires en devenir, et avec des théâtres en construction ou à peine construits. Donc je commence mon parcours d'artiste-autrice. Hein, autrice, c'est le féminin de auteur. Donc je commence mon parcours à Bobigny dans les années 75. Là, vous voyez la fameuse dalle de Bobigny. Et j'arrive à Fontenay-sous-Bois. Alors, qu'est-ce qui se passe à Fontenay-sous-Bois? Alors là, l'inspiration, voilà, la révélation. Alors, j'arrive à Fontenay-sous-Bois parce que je connaissais Fontenay-sous-Bois. Le directeur de l'époque nous avait déjà programmé plusieurs fois, et puis la nouvelle directrice aussi. Et à ce moment-là, il y a un projet qui s'appelle le Groupe des Vins. En fait, c'est 20 théâtres d'Île-de-France. Vous savez que sur le pourtour de l'Île-de-France, il y a 360 théâtres. Donc, si on compte toutes les villes qui entourent Paris. Et 20 théâtres se sont dit peut-être qu'on devrait s'unir un peu pour faire des choses un peu plus cohérentes les uns par rapport aux autres. Donc, ils ont créé un groupe qui s'appelle le Groupe des Vins. Et ils ont eu une idée que j'ai trouvée extraordinaire, qui s'appelait Un auteur, une ville. À l'époque, on ne disait pas encore autrice, ça n'existait pas. Et qu'est-ce que c'était que ce projet? C'était de proposer, il s'agissait en quelque sorte de plonger un écrivain de théâtre dans un milieu, dans une ville, de le laisser infuser, on va dire, un peu comme ça, et de voir ce qui en ressortirait. Moi, j'ai trouvé ce projet formidable, donc j'étais en relation avec la ville de Fontenay-sous-Bois, je suis allée voir la directrice, le service culturel, et j'ai dit, voilà, moi j'ai une idée, est-ce que vous acceptez de prendre le projet Un auteur, une ville? L'auteur, ça sera moi, la ville, ça serait vous, voilà, on fait déjà un couple, et puis je vais vous proposer un thème qui va être le travail, parce qu'en fait, j'étais déjà en train d'écrire sur le travail. En fait, pas vraiment sur le travail, plutôt sur le non-travail, sur la disparition du travail, sur la déchirure du travail, c'est-à-dire plutôt sur l'intérim, sur le manque de travail, sur la transformation du travail. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment le manque de travail ou la transformation de la notion de travail influait sur l'intime, c'est-à-dire sur le couple, sur la famille. Et donc j'ai proposé, pour accompagner l'écriture de mon spectacle, donc j'ai proposé à la directrice, d'ailleurs que je vois dans la salle et que je salue, de Fontenay-sous-Bois. Vous n'êtes pas fâchée? Non, pas encore. Donc je lui ai proposé de faire ce concept d'auteur à domicile. C'est un concept un peu que j'ai inventé. Je lui ai dit, voilà, je vais faire auteur à domicile, puisqu'on ne disait pas encore autrice. Donc je propose auteur à domicile. Ça veut dire que je propose d'aller lire mes textes que j'avais déjà écrits sur le travail, mes bouts de scène en fait, d'aller les tester en quelque sorte chez les gens, in situ. Donc je propose ça et la directrice est tout à fait d'accord. Et bien sûr, c'est le centre culturel qui me trouve les endroits où aller. Je fais tout ce travail d'aller recueillir un petit peu l'impression des gens par rapport à ce que j'ai écrit. Et on filme tout ça, on filme les rencontres, on filme les discussions. Et ça donne naissance, effectivement, à un spectacle, Sublime Intérim, qui a été joué... Alors, bizarrement, d'ailleurs, je pensais écrire à l'époque quelque chose de très triste, puisque le travail, c'était dur, tout ça. Et finalement, c'est un peu les gens qui m'ont redonné la pêche, et j'ai écrit, en fait,
deux spectacles finalement et non pas un. Un premier, Sublime Intérim, qui était un spectacle à la fois théâtral et musical, et carrément un cabaret musical. Voilà, alors ça c'est les photos de Sublime Intérim, vous voyez, c'était aussi chanté, chorégraphié. Et un autre spectacle, Ça travaille encore, qui a été joué, donc bien sûr à Fontenay, dans d'autres endroits, au 20e Théâtre à Paris aussi, pour des longues séries. Donc suite à ça, ça a très bien marché. Le parcours était fini, si vous voulez, donc je vais voir la ville, je rencontre le maire de la ville, que je n'avais pas encore rencontré, et les services culturels. Qu'est-ce que vous appelez ça a très bien marché? Pour vous, bah, pour les habitants, pour tout le monde? C'est-à-dire ça a très bien marché parce qu'on a pu pour la rencontre que vous avez faite. Ils n'ont pas retrouvé de travail pour autant. Ah non, voilà. Enfin, non, ça sera plus tard, vous allez voir. Donc, non, mais disons que ça a bien marché dans la relation aussi par rapport au centre culturel, d'amener des gens aussi à venir voir des spectacles, à participer à des spectacles, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter les lieux culturels. Et puis ça a bien marché après le spectacle à Paris, à Avignon, bon, la tournée, bon voilà, ça c'est dans notre jargon théâtral. Donc suite à ça, je propose à la ville de Fontaine-sous-Bois de dire, écoutez, parce qu'il s'était passé, oui, j'ai oublié une anecdote, il s'était passé dans un immeuble, là je retourne en arrière, vous voyez, le quartier des Larisses, quand je rencontrais les gens à domicile, une dame un jour, quand j'arrive dans l'appartement, je discute avec elle pour venir parler du travail, a ouvert sa fenêtre, 16e étage, elle m'a montré là, ces tours que vous voyez, et elle m'a dit, tout ça là, c'est la faute à Le Corbusier. Point d'exclamation. Alors là, j'étais complètement estomaquée. La femme était très jeune. Parlant 5 minutes après avec elle, je me rends compte qu'elle ne connaît pas du tout Le Corbusier. Qu'elle sait pas, enfin, elle sait que c'est un architecte, c'est tout. Je comprends qu'elle répète une phrase souvent entendue. Je pense que c'est une phrase qui circule comme ça depuis longtemps sur Le Corbusier. Mais qu'elle cherchait à pointer son mal-vivre. Et elle me dit d'ailleurs, pas son mal-vivre dans l'appartement, qu'elle trouve très bien, l'intérieur de son appartement, mais disons dans les espaces communs, dans les espaces publics, dans les jardins, sur la dalle, enfin, etc., dans le centre commercial. Et là, je me dis, mais c'est extraordinaire, c'est incroyable. Comment ça se fait que 50 ans après la mort, puisqu'on va fêter l'an prochain les 50 ans de... Comment ça se fait que les gens attribuent encore le mal-vivre des banlieues à Le Corbusier? Alors, on n'a pas construite. Oui, voilà. Donc, ça m'avait vraiment perturbée. Bon, bien sûr, je venais pour autre chose, pour le travail, donc je n'ai pas continué la conversation, mais je me suis dit, tiens, ça, je me le mets en bosse. Enfin, en bosse, c'est notre jargon aussi. Ça veut dire que c'est la mémoire de l'acteur. Je me mets ça dans un coin de la tête et je vais en faire quelque chose. Et donc, quand tout le projet sur le travail était terminé, j'ai proposé à la ville de Fontenay-sous-Bois, sa directrice, et au maire de la ville, je savais en plus qu'il avait été élu à l'urbanisme avant, donc je me suis dit, ça va l'intéresser. Je lui ai dit, écoutez, je veux faire un truc un peu provocateur, je veux faire un projet dans la ville qui s'appelle « C'est la faute à Le Corbusier, comment vivre ensemble de nos jours ». Et je veux rencontrer la population, je veux travailler là-dessus. Je dois te dire que j'ai eu une réponse top là formidable de la part du maire d'abord et ensuite du service culturel qui m'a dit « Vas-y et conçois le projet comme tu l'entends ». Donc j'ai commencé à réfléchir à la question et il se trouve que je connais beaucoup d'auteurs de par mes fonctions, comme vous avez dit tout à l'heure, de présidente de la SACD, donc du théâtre à la SACD. Donc je me dis, tiens, je ne vais pas aller moi avec mon écriture en amont comme j'avais fait la première fois. Je vais demander à d'autres aussi pour avoir d'autres points de vue. Donc j'ai demandé à 2 auteurs extrêmement différents, un homme, une femme, un qui habite la banlieue ouest, une qui habite la banlieue est, un homme âgé, une femme jeune, un homme d'une très bonne situation, ayant une bonne retraite, il s'est mis à écrire à la retraite, mais il était avant ingénieur dans les travaux publics, une jeune femme intermittente du spectacle, écrivaine, etc. Voilà. D'échanger pendant une correspondance ensemble sur la notion du comment vivre ensemble de nos jours. Et comment vous les avez trouvés, ces deux-là ? Parce que je connais par mes fonctions à la SACD, je connais énormément d'auteurs. À la SACD, nous sommes 55 000 auteurs inscrits. Donc, je ne les connais pas tous. Mais disons qu'en théâtre, il y en a au moins 15 000 donc, que je connais un peu. Voilà. Donc, je sais un peu qui fait quoi, comment. Mais eux ne se connaissaient pas. Donc, c'était assez intéressant qu'ils acceptent cet échange. De cet échange de lettres, une correspondance donc, qui a duré un temps assez long, le metteur en scène avec qui je travaille, Jean-Luc Paliès et moi-même, nous décidons
de sortir de la correspondance des mini-spectacles, alors très codés, hein, très codés, c'est comme Le Corbusier avec ses mesures, de 33 minutes chacun, qu'on a appelé les modulors, évidemment en hommage à Le Corbusier. Et ces spectacles, donc, c'est un homme et une femme, hein, c'est une toute petite scène, il y a un échange sur la vie, l'architecture, le devenir, les banlieues, les cités. Bon, c'est un échange assez piquant, parce qu'évidemment les deux points de vue sont très opposés. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que c'est l'homme âgé qui préfère l'architecture moderne et c'est la jeune femme qui préfère les colombages, les vieilles rues, etc. Donc il y a vraiment un débat possible et on propose donc à la ville de Fontenay, au centre, d'aller jouer ça partout in situ. Donc on fait une sorte de tournée des modulors dans toute la ville. On travaille sur les modulors et évidemment, après chaque modulor, donc le spectacle dure 33 minutes, et après j'entame une conversation avec les gens qui sont là, les jeunes, le public, et toutes ces conversations sont filmées. Et vous leur demandez de commenter la correspondance? Non, on fait le spectacle, ça dure 33 minutes, précisément. Hein, et autour de la correspondance? Oui, c'est la correspondance mise en scène, si vous voulez, Mmh. hein, voilà, avec un acteur, une actrice. Moi, je suis là, et après, j'anime le débat. Voilà. Parce que, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant, c'est de poser un acte artistique chez les gens. Ça leur permet de réagir, c'est-à-dire on permet qu'ils s'expriment sur leur vie, mais sans leur demander, alors vous habitez un HLM, qu'est-ce que ça vous fait? Mais par contre, comme il y a l'expression de la jeune femme, l'expression du monsieur, et qu'ils sont contradictoires, donc les gens réagissent, ils disent, ah ben oui, mais là, votre personnage, il a dit ça, mais moi je ne suis pas du tout d'accord, dans mes escaliers, ça ne se passe pas comme ça, parce que moi, mon gardien ceci, ma voisine cela, la moquette ceci, les tuyaux cela, les espaces verts, et voilà, ça se déchaîne. Et vous leur dites ce que vous allez faire? Oui, je leur dis que voilà, je suis en train d'écrire un projet, je ne sais pas encore ce que je vais écrire, que pour le moment, on va leur présenter un spectacle qui parle de l'habitat voilà, et de la ville, qu'ils vont écouter, puis après, ils peuvent intervenir comme ils veulent, et que je vais voir après comment j'utiliserai leurs paroles. Alors, suite à ça, je me dis quand même, tu veux faire un spectacle sur cette phrase, c'est la faute à Le Corbusier, il faut quand même que tu ailles étudier un peu plus à fond. Donc, enfin, c'est pas après, d'ailleurs, c'est en même temps. Je me mets évidemment à lire toute l'œuvre de Le Corbusier. C'est pas possible. J'ai même eu sa correspondance grâce à Michel Richard. M'étonnerait. Il faut avoir 2 vies pour lire tous les Corbusier. Enfin, tout. Non, j'ai lu énormément de choses sur Le Corbusier. Et surtout, je suis allée voir la Fondation, donc Michel Richard, le directeur, qui m'a très bien accueilli, qui a écouté mon propos et qui m'a dit oui, et donc je vais vous aider à faire visiter tous les lieux corbusiens. Donc là, je descends la rampe de la Villa Roche, je suis même sur le toit de la Villa Roche, on n'a pas l'habitude ni le droit d'aller, je pense. Évidemment, la Villa Savoie à Poissy, le NC 24NC chez lui, l'appartement de Le Corbusier. Là, c'est l'église de Firminy, donc j'ai la chance, d'ailleurs on a été joué après le spectacle à Firminy, mais j'ai la chance d'aller voir l'église qui a été conçue sur les plans de Le Corbusier, mais malheureusement... pas fini par lui. Ah non, pas du tout, puisqu'elle a été finie. Oui, ça a été fini très récemment, et que lui, il avait fait les plans très longtemps, mais enfin, à Firminy, il a fait d'autres choses. Donc, la maison de la culture de Firminy, vous me voyez là. Là, c'est la cité radieuse, enfin la maison radieuse de Firminy, où il y a l'école maternelle sur le toit, magnifique école qu'on est en train de visiter et qui ne sert plus pour le moment. Mais il paraît-il qu'il y aura un projet l'école de design de Saint-Étienne viendrait peut-être s'installer avec des étudiants là, ce qui serait certainement une très bonne... Vous voyez l'école maternelle qui est magnifique sur le toit. Là, c'est à Marseille, donc évidemment, je vais au Corbusier à Marseille, je dors dans le bâtiment, j'ai la chance d'assister à un apéritif communautaire. Donc, ce que décrit Le Corbusier, mais je l'ai vu, voilà, les enfants se baignent, les parents boivent le pastis ou le rosé sur les bords, et je suis là, je regarde, c'est super. Voilà, le modulor. C'est des conditions de travail très difficiles. Bah oui, je m'imprègne. Là, c'est la Tourette, le couvent de la Tourette, avec la fameuse lumière, les Xenakis qui a fait les fenêtres de la Tourette, le rythme tout à fait particulier des fenêtres. La Tourette, là, j'ai dormi d'ailleurs à la Tourette, j'ai dormi dans
dans une cellule de moine. C'est très intéressant de vivre aussi physiquement l'expérience. Là, c'est les dessous de la tourette. Là, c'est juste le plafond du Cap Martin, où je vais visiter aussi le cabanon. Ronchamp, bien sûr, qu'on ne rate pas. Hein, voilà, Ronchamp. Et puis à Paris, puisqu'à Paris, on a la chance d'avoir la fondation à l'université, enfin la cité universitaire, la fondation suisse, la maison du Brésil aussi, c'est Lucio Costa et Le Corbusier, donc je visite ça. Et donc, je me dis aussi, il faut que je fasse... c'était sur les conseils d'ailleurs de M. Richard de la Fondation, il faut voir une utopie réalisée. Donc je voulais voir Chandigarh, mais je ne trouvais pas les moyens pour aller voir Chandigarh, les moyens matériels. Et vous voyez comme les choses sont bien faites. À ce moment-là, l'Université de Sao Paulo invite Jean-Luc Paliès et moi-même à venir faire un cours sur la version pupitre, qui est une méthode de lecture à voix haute que Jean-Luc Paliès a inventée, qui est assez célèbre maintenant. Et donc, on nous demande d'aller faire un cours à Sao Paulo. Je me dis, ouais, chouette, Sao Paulo, Brasilia. Bon, c'est pas côte à côte, mais on va s'arranger. Et donc, me voilà là à Rio, donc dans la baie de Rio, dans le musée Niemeyer, parce que ça aura une importance pour la suite, toujours le musée Niemeyer, la place des trois pouvoirs, le Parlement, le Sénat, la cathédrale au fond, le musée là en premier plan. Et à Brasilia, j'ai la chance, avec l'Alliance française, d'organiser des modulors à l'intérieur de l'Alliance française, qui était formidable parce que les étudiants de l'Alliance française, ben, ils ont de 16 à 70 ans, enfin, il y a tous les âges. Et c'est des classes mélangées avec des gens qui viennent du centre de Brasilia, des fonctionnaires, mais aussi des étudiants qui viennent des villes satellites assez dangereuses d'ailleurs. Hein. Paraíso, il est marqué la ville la plus dangereuse du monde quand vous entrez. Une des. Oui, une des. Voilà. Donc on a pu faire un modulor et échanger aussi énormément avec les Brésiliens. Et ça a été formidable. Vous voyez ici en discussion avec les étudiants. Ça, c'est l'auditorium Niemeyer. Et je retourne à Fontenay-sous-Bois. Quand même. Voilà. Et oui, il faut retourner. Après un tour du monde. Voilà, après un tour du monde. Et là, il faut se mettre au travail. Alors. Non, alors là, il y a autre chose qui se passe. C'est que je suis invitée par la ville de Vitry à participer aux frictions urbaines dans un lieu qui s'appelle Gare au Théâtre. Frictions urbaines, voilà, où c'est un lieu qui est sur un site qui s'appelle le site des Ardoines entre Vitry et Ivry, qui est un site en pleine reconstruction. Là, il y a des gens de théâtre qui ont squatté une gare SNCF, et qui en ont fait un théâtre petit à petit, qui est maintenant reconnu. Mais ce théâtre risque aussi peut-être d'être démoli dans la réhabilitation complète de la zone, puisque c'est une zone industrielle qui doit être transformée en habitat. C'est extrêmement compliqué. En plus, il y a deux municipalités, Ivry et Vitry, qui ne sont pas forcément d'accord. Il y a plein de projets. Il y a David Mangin qui a fait un projet. Il y a plein de projets là-dessus. Et là, les écoles d'architecture de La Villette et de Val-de-Seine présentaient les projets de 50 élèves. Donc je suis invitée à venir voir tous ces projets, à présenter un modulor et à discuter après avec les professeurs, les architectes, les urbanistes. Vous voyez là, c'est la discussion après sur friction urbaine à Vitry. Ça a été très enrichissant parce que c'est aussi en relation avec le CAUE 94, pas CAUE 75, Val-de-Marne. Voilà. Suite à ça, je propose à la ville de Fontenay d'organiser un grand débat, bâtir, habiter, penser, selon la phrase d'Heidegger, et d'inviter des architectes, des urbanistes, des élèves, énormément de gens, de faire une promenade en car dans la ville le matin avec tous ces gens, de faire des ateliers après dans les différents quartiers de la ville, avec chaque fois une sociologue témoin. L'après-midi, on se retrouve, on fait le résultat des ateliers et on fait un grand débat avec les élus locaux, les architectes, les urbanistes, la population et surtout les gens du quartier de la Redoute qui est en rénovation, enfin en prévision de rénovation à Fontenay-sous-Bois. Voilà. À partir de tout ça, je collectionne une matière qui me permet de recueillir à peu près, à partir de ça, j'ai 50 heures de films. À partir de ces 50 heures de films, donc qui vont dans tous les sens, hein, ça va, et dans tous les pays, je recueille à peu près 200 pages de texte. Voilà, je fais 200 pages de texte, mais du texte complètement continu, comme ça, un flot continu de texte sans personnage, sans rien. À partir de ce flot continu de texte, je commence à écrire des portraits de gens. Alors évidemment, je me sers des paroles réelles des gens, mais en fait, je construis des portraits complètement, et par exemple, avec 30 lycéens, je fais un lycéen ou deux, avec 50 retraités du bâtiment algérien, je fais un portrait, etc. Et nous faisons un film. Donc ces portraits deviennent des personnages. Ça devient des personnages, voilà. J'écris le scénario du film. Qui deviennent des acteurs.
Et on propose de faire le film, donc Jean-Luc Paliès fait le film, mais ce sont de vrais acteurs qui jouent les personnages. Donc le film existe, je le vois, et avec le metteur en scène, nous sélectionnons dans le film quelques portraits qui pourront avoir lieu dans la pièce. Être sur scène. Monter sur scène. Mais en cinéma sur scène, c'est-à-dire mélangeant les arts. Donc je prévois, dès le départ de l'écriture, de mélanger les arts. Et comme j'ai ce film, finalement, j'invente un personnage d'une jeune fille qui habite la banlieue, qui a fait audiovisuel et qui, comme travail de fin d'études, doit présenter un film sur son quartier. Comme j'invente cette jeune fille, j'invente son père. Je me dis, son père, c'est un gardien d'immeuble, c'est le gardien de la tour et de la barre, et il est d'origine brésilienne. Évidemment, c'est mon voyage qui revient. Il y a une mère, souvent dans les villes, il y a des mères, hein, on vient de le savoir. Donc, j'invente un personnage de mère. Évidemment, j'avais rencontré énormément de politiques de tous bords pendant tous mes périples et toutes mes rencontres. Je crée un personnage de mère, et cette mère accepte un quartier à réhabiliter, donc un quartier quelconque, et elle demande à 2 architectes, donc j'invente 2 personnages d'architectes, un homme, une femme, Édouard Corbin, Géraldine Meyer. La mère les reçoit et leur dit vos projets sont intéressants, je les ai lus, mais maintenant il faut quand même aller plus sur le terrain, il faut rencontrer la population. Vous pouvez aller au local social où il y a une réunion, etc. Les 2 architectes, donc j'invente les 2 architectes, ils arrivent dans le local social. Ils vont le payer cher. Hein. Oui, ils arrivent dans le local social. Et là, il y a un groupe de funk, de musique funk, qui est en train de répéter. Bon, c'est des choses aussi que j'ai vécues. Hein. Un groupe de funk qui est en train de répéter son spectacle de musique. Donc les 2 architectes arrivent, ils sont reçus par le gardien, etc. Et petit à petit, le gardien lui dit, allez, par ici les portables, les costauds du groupe de funk les arrêtent et disent, vous êtes séquestrés, vous allez nous écouter. Parce que les architectes, évidemment, avaient envie de passer 5 minutes dans le local et de repartir. Donc c'est une séquestration douce, c'est une plaisanterie en même temps, mais bon, ils sont obligés de rester et ils vont donc être obligés d'entendre le film, enfin de voir et d'écouter le film de la jeune cinéaste. Et il va se trouver aussi que dans cet orchestre de funk, la chanteuse, qui est une chanteuse noire, va se trouver être en fait une étudiante en architecture qui dénouera peut-être l'intrigue du spectacle. Ça, c'est les images du spectacle. Vous voyez un modulor, là, un modulor féminin. J'ai écrit les chansons en anglais parce qu'effectivement, bon, c'est ça un peu le travail entre le réel et la fiction aussi. Quand on a contacté le groupe de funk et que j'étais en écriture, si vous voulez, j'essaie de capter toujours tout ce qui arrive pour intégrer dans l'écriture. Hein, c'est la réalité qui devient reportage, puis qui devient fiction, et pour revenir au réel, finalement. Vous laissez toujours la porte ouverte. Hein. Voilà. Et là, quand la chanteuse Black m'a dit mais le funk, ça se chante pas en français, madame. J'ai dit ah bon, oui, sans doute, ça se chante en anglais. Et bien, j'ai dit qu'à cela ne tienne, je vais écrire les chansons en anglais. Donc j'ai écrit les chansons en anglais, et puis après pour le bouquin, évidemment, je les ai retraduits. Il y a les 2 versions dans le livre. Quoi. Bon, moi je vous applaudis très fort, Louise, parce que j'ai vu le spectacle et je vous le conseille, c'est vraiment très bien.